Apprendre à s'habiller tout seul, à manger tout seul, puis à aller à l'école tout seul, et puis à quitter un peu plus tard le nid familial sereinement tout seul. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse, disait un certain Jean-Paul II en son temps. Une mission peut-être de plus en plus ardue en raison d'un climat parfois infantilisant, d'assurance, tout risque en garantie de sécurité à tout craint. Eh bien tout simplement, quelle place reste-t-il à la responsabilité ? Comment rendre nos enfants plus responsables ? Je vous propose de nous interroger et de tenter de répondre à cette question en compagnie de nos trois invités du jour. Nos deux invités du jour qui sont Florence Millot. Bonjour Florence. Bonjour. Ravie de vous voir ce soir. Vous qui êtes psychologue clinicienne et psychopédagogue à Paris. Vous avez publié beaucoup de livres. Peut-être un de ces ouvrages en lien avec l'émission, Comment parler à ses enfants chez Albin Michel. Puisque, bah oui, la responsabilité passe par la parole bien souvent et aussi par l'exemple. On en parlera certainement. Et Marielle Blanchier. Bonjour Marielle. Bonjour Marie-Ange. Marielle qu'on ne présente plus. Marielle et ses 14 enfants. Oui. Qui est toujours aussi rayonnante. Ça fait des envieuses et des envieux. Et des jalouses que je suis un petit peu quand même. Comment vous arrivez à être aussi sereine Vous avez le temps de venir dans ce studio avec vos 14 enfants. C'est quand même toujours assez étonnant. Vous les avez laissés donc tout seuls, vos enfants. Certains, le petit dernier a 5 ans, je crois, Marielle, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une fille, elle a 5 ans. Bon, elle sera à la cantine aujourd'hui. Ah, tout simplement. Voilà. Et ils sont plus autonomes que leurs petits camarades, selon vous, vos enfants. On est là pour prendre un peu de hauteur. Vous pouvez être tout à fait franche avec nous aujourd'hui, Marielle Blanchier. Est-ce que vous avez l'impression que vos enfants se sont de facto responsabilisés très jeunes, plus jeunes que la moyenne, parce qu'ils étaient 14 ou pas ? Non, je crois pas. Ça dépend de l'enfant, ça dépend de la situation, ça dépend de tellement de facteurs. C'est tellement large, c'est difficile à dire. Euh, je pense qu'effectivement, on a tendance à les responsabiliser sur des allers-retours et où on peut pas être présent, où d'autres parents ne l'auraient pas fait. Ouais. Sinon, en classe, scolairement, je suis pas sûre qu'ils soient vraiment beaucoup plus autonomes, même si on n'est peut-être pas sur leur cahier à chaque moment. Euh, c'est vrai peut-être que pour le pot, ça s'est fait un peu plus automatiquement. On n'était pas trop sur leur dos non plus. Il y a peut-être eu plus d'accidents aussi. Comment vous avez fait pour le pot ? Oh, je pense qu'il y a eu plus d'accidents. Je leur mettais des méduses, vous savez, les chaussures en plastique l'été. Ouais. Et puis voilà, ça se passait bien. Eh ben, on fera une émission sur le pot. Voilà, on perdra des auditeurs, mais ça fait rien. Florence Millot, c'est vrai, dans ce climat, vous êtes d'accord avec ce que j'ai un peu mentionné, mais c'est vrai qu'on nous le dit pas mal, que ce soit dans ce studio, les experts, les invités, et puis on le voit, dans ce climat, on ne peut pas se le cacher, il y a une espèce d'infantilisation un peu croissante de nos enfants, et puis de nos ados, et puis de nous-mêmes, de tout le monde en fait. C'est pas terrible pour apprendre à se responsabiliser au fond. Il y a le climat et puis il y a aussi le fait que l'enfant, en tout cas dans les configurations où on a 1 ou 2 ou éventuellement 3 enfants, où l'enfant est vraiment à l'hypercentre de tout, de la relation, du couple, même de soi-même. Et effectivement, c'est un vrai challenge intérieur au-delà de tout ce qu'on peut mettre en place comme des petites astuces pour qu'il soit plus responsable. C'est notre posture intérieure, comment on fait pour lâcher, les aider à grandir sans que ce soit les doubles de nous-mêmes, sans qu'on veuille les protéger de tout, de l'actualité. Bon, même si on fait ce qu'on peut, mais c'est vraiment un espèce de challenge où comment aider mon enfant à être responsable, mais comment je peux essayer de me détacher de lui, en tout cas dans la représentation, pour le laisser justement faire ses... Pourquoi c'est aussi difficile ? Je vous pose une question peut-être un peu idiote, mais pourquoi c'est si difficile ? Peut-être plus aujourd'hui qu'avant. J'ai l'impression que nos anciens avaient moins de mal. Non. On est en fusion aujourd'hui avec nos enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup. Et puis, on observe aussi que souvent, il y a une espèce de glissement où l'enfant, l'ado et l'adulte font les mêmes choses, jouent parfois au même jeu, regardent les mêmes réseaux sociaux, s'habillent parfois même pareil. Et on a l'impression que tout se mélange un peu et que les enfants ont du mal à grandir. Mais même nous, en tant qu'adultes, alors pas tout le monde, hein, évidemment, mais globalement, on fait la même chose. Hein. On voit les adultes, on parle avec eux, ils jouent à Tetris ou à je ne sais plus quel jeu. Mais on est tout le temps même dans la manière de s'habiller, dans les jeux, dans les figurines. Parfois, on va dans des bureaux, il y a des petites figurines partout de dessins animés ou autres, mais on sent que voilà, on est vraiment dans la culture du plaisir, de l'immédiateté, et ça aide pas forcément à grandir parce qu'on est tellement bien dans un cocon que même nous adultes, on est parfois dans des choses un peu régressives, comme les enfants. J'aime bien parce que Florence, elle dit toujours des choses extrêmement sérieuses, voire parfois un peu raides, et en fait toujours avec
tellement de sourire et tellement de légèreté qu'on a l'impression que c'est facile finalement d'y remédier, mais en fait, c'est pas si simple. Hein. C'est pas si simple. Marielle y arrive certainement d'une certaine façon, puisque sinon, vous ne seriez pas ici ce matin et vous ne seriez pas aussi sereine avec vos 14 enfants qui ont dû forcément, effectivement, se responsabiliser à un moment donné, en tout cas. Vous avez réussi quand même, mission accomplie, c'est ça que j'ai envie de dire quand même. On peut peut-être Alors, l'affirmer. mission accomplie, je Non? pense que c'est toujours en construction, en fait, hein. Il y a des équilibres à trouver, c'est sans cesse à renouveler, sans cesse à rechercher, c'est jamais acquis. En fait, aujourd'hui, bon, c'est tout à fait nouveau, mais celle qui est en CM1, elle va ramener celle qui est en CP de l'école. Heu, bon, je ne sais pas comment ce duo-là va fonctionner. J'espère que ça va bien se fonctionner. Elles ont 2 rues à traverser. C'est à rechercher et à retravailler, chaque année, à chaque instant, en fait. Quelles sont, par exemple, les premières formes de responsabilisation? J'ai envie de vous demander à vous, Marielle, quelles furent-elles? Alors je pense elles sont pas conscientes probablement. C'est peut-être un tout petit, à qui on demande on dit à un autre enfant, on les met en situation ensemble et on leur dit: «Bah, jouez ensemble» et bah, quelque part, ça rend service et ça responsabilise l'autre et c'est peut-être ce genre de première responsabilisation où on ne sait pas vraiment, mais on demande quand même quelque chose à l'enfant qui est un peu sous-entendu, en fait. Mmh. Ouais, qu'en dites-vous, Florence? Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on reste Quels sont les premiers à partir de quel âge d'abord? C'est vrai, à partir de quel âge responsabilise-t-on un enfant et quelles sont les premières expériences de responsabilisation, plus ou moins conscientes d'ailleurs, mais qu'on leur fournit, qu'on leur propose, qu'on leur suggère? Je trouve que c'est difficile de répondre à cette question parce que si on a un âge en tête, on n'a plus vraiment l'enfant en tête. C'est-à-dire que l'enfant, on a une relation particulière avec lui. Si par exemple ça a été difficile à l'accouchement, si on l'a attendu pendant 10 ans, si on a fait 2 ou 3 FIV, on ne peut pas avoir le même rapport, même si sur Internet ou dans un livre, on va lire que ce serait quand même bien qu'il soit autonome là-dessus. Dans la réalité, il y a tout le rapport qu'on a avec l'enfant. Il y a la question du nombre aussi, du faire Ouais. confiance. Et que parfois, quand on n'a pas le choix, même si ça nous pince le cœur, il y a une dynamique de groupe qui s'opère. On voit aussi des enfants quand la dynamique familiale change, quand il y a un divorce, le chômage, etc. C'est des enfants qui ont des ressources et qui grandissent aussi et qui se rendent compte que là, ils vont peut-être justement, se proposent même d'être plus responsables et d'autres vont dire: «Ah non, non, ils régressent». Là, ils montrent bien qu'ils ont envie, peut-être pas à l'instant T, mais ils vont avoir plus de mal à grandir parce qu'à l'instant T, ils ont bien grandi, ils ont bien poussé. Et puis 2-3 ans après, parfois, les grands événements, ils vont dire: «Ah non, là, je ne fais plus rien, je veux que papa ou maman ou quelqu'un soit à côté, je j'arrive plus trop en classe, je fais une pause et finalement, je rattrape le temps perdu». Donc le fait d'avoir, je crois, un âge en tête ou une espèce de calendrier fait qu'on n'est plus ni avec son enfant ni avec soi-même. Donc Ouais. vraiment se faire confiance là-dessus, parce que vraiment les enfants, je crois, ont cette capacité des fois à rebondir en 1 an ou 2 ans alors que parfois, on n'y croit pas, alors que pour autant, ils y arrivent. Ouais. Qui va seul à l'école chez vous? Qui est allé à partir de quel âge vont-ils seuls à l'école chez vous, Alors, Marielle? je pense qu'à partir de la grande section, mais pas tout Waouh! seul, Ah oui, avec un grand, d'accord. voilà. Alors après, vraiment Et tout tout seul, à seul? partir du CE1. D'accord. Alors, je vais vous Mais sortir un alors, sondage. ça dépend quand même du lieu où on habite, bien sûr, des rues à Vous êtes à combien traverser, de temps de des l'école? horaires. Nous, on est à 5 minutes de l'école. Mmh. C'est sûr qu'il y a pas de métro ou de Oui, il y a transport en 2 rues commun à à prendre, traverser, c'est etc. tout. 85% selon un tout récent sondage d'une agence de sécurité, 95% des parents craignent qu'il arrive quelque chose de grave à leur enfant. Sur le chemin du retour de l'école, ça vient de sortir, hein. 59% également des parents, ça dit quelque chose, ont besoin de savoir si leur enfant est bien rentré de l'école. En fait, c'est vrai qu'on vit à une époque où un peu du tout sécurité, de l'assurance tout risque, comme j'ai mentionné en introduction. Et en même temps, c'est vrai qu'on parle beaucoup de danger. Ce qu'on nous fournit, c'est vrai que protéger les enfants de ce que vous disiez, c'est vous qui disiez ça tout à l'heure, Florence, protéger nos enfants de l'actualité, de tout ce qui nous terrifie hein, globalement au quotidien, de semaine en semaine, d'année en année. Et on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais en fait, c'est une histoire de visibilité. Vous croyez que ça aussi, c'est pas terrible pour nous rendre responsables tous? En tout cas, de faire confiance à nos enfants, peut-être? Mais c'est-à-dire Ou à la qu'on société? Je sais pas. on voit des enfants qui, aujourd'hui, même là au cabinet, parlent vraiment beaucoup plus d'actualité qu'avant. Ils en ont conscience, ça leur fait peur. Mais
comme ils n'ont pas les mêmes ressources que nous, c'est vrai qu'un fait divers peut prendre une place dans leur tête et dans les Il manières faut qui les est beaucoup protéger plus de grande. l'actualité. Ça, c'est une vraie question. Alors, À votre avis? Personnellement, je trouve que c'est important de ne pas leur parler de tout, même si aujourd'hui on D'accord. leur parle de tout dès la maternelle, parce qu'ils n'ont pas la capacité de se représenter Ouais. vraiment les choses. En revanche, ça n'empêche pas de les protéger sans forcément leur parler de l'actualité en tant que telle, mais sur la question de rentrer tout seul, d'avoir quelqu'un avec, ou un babysitter, ou un autre enfant, ou un autre parent, mais sans forcément d'être transparent sur tout non plus. Parce que les enfants, quand on leur dépose des petites graines dans la tête sur le kidnapping, sur tout ça, pour certains, c'est quand même compliqué. Donc, on peut leur en parler, mais pas non plus tous les jours, à donner trop d'explications, de dire juste, je te fais confiance, mais il faut faire attention et valider avec lui toutes les règles, lui poser des situations. Par exemple, si quelqu'un vient, comment tu dois réagir je sais pas, moi, est-ce que tu dois faire du vélo avec tes écouteurs sur les oreilles? Oui, non. Enfin, essayer de voir là où lui, il en est. Ouais. Pour faire confiance à comment il fonctionne, mais ça n'empêche pas de pouvoir le protéger. Et si on n'a pas envie, et si on n'est pas prêt en tant que parent, et si on a la possibilité en tout cas, qu'il ne rentre pas seul, on peut aussi tout à fait l'accompagner et rester discrètement à l'angle quand il ne veut pas que les autres le voient. Oh là là, attention, oh là là. Attention à écouter l'émission, écoutez attentivement l'émission sur la confiance, la trahison des enfants vis-à-vis des parents que nous avons diffusé il y a peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi, peut-être à réapprendre autour de la façon de se faire confiance et de faire confiance à nos enfants. Voilà, c'est presque la suite de cette émission que nous sommes en train de faire cet après-midi. Justement, Marielle, est-ce que vous avez l'impression que vous faites confiance à vos enfants et à partir de quel âge? Alors, Faire je- confiance à ses Ça enfants. dépend sur quel sujet et Alors, ça allez-y dépend concrètement, par pourquoi. exemple. Pour Vous les avez des idées en trajets, tête? pour les trajets, si je les laisse aller à l'école, c'est que j'ai relativement confiance, mais pas une confiance totale. Et la liste des choses qui peut arriver, je leur ai dit. Et je leur dis, s'il y a vraiment quelque chose de grave, vous rentrez dans un magasin, vous sonnez chez n'importe qui, vous demandez de l'aide. Je leur explique quand même Vous les êtes du choses. genre à harceler au téléphone vos enfants, ceux qui dans les 14 là, ceux qui rentrent plus tard que prévu, ceux qui vont Ah pas, oui, sont pas au quand on rentre rendez-vous. plus tard que prévu, j'envoie des SMS jusqu'à ce qu'ils rentrent. Parce qu'on avait convenu d'un horaire, que l'horaire n'est pas respecté, et que tant que l'horaire n'est pas respecté, on n'avait qu'à convenir d'un autre horaire, mais cet horaire-là doit être respecté. Et à partir du moment où il ne respecte pas l'horaire, il reçoit des SMS jusqu'à ce qu'il soit là. Et en plus, il m'empêche de dormir. Donc là, Ça marche? Ça marche, vous sanctionnez après et ça marche. Du coup, Je ils sanctionne pas intègrent. derrière. Je lui dis que la prochaine fois, ça ne veut pas être comme ça. Non, je sanctionne pas. Je lui dis que ça peut juste pas être comme ça et que les horaires, ce sont les horaires. Ah, mais j'ai ramené un tel chez elle, elle pouvait pas rester toute seule et j'ai fait ceci. Et j'ai dit, non, mais j'ai pas besoin de savoir tout ça. On avait convenu d'un horaire et voilà. Les devoirs, donc, ils les gèrent tout seuls, Ça dépend qui. ils s'aident les uns les autres. Comment ça se passe chez vous? Bah, on a tous les cas de figure. Vous avez tous Il y les a cas de celui- figure? Il y a celui que j'ai dû aider pendant des heures et des heures, assis à côté de lui. Celui Vous me qui disiez est que vous aviez, on peut dyslexique. peut-être le mentionner, qui était Oui, dyslexique, voilà. oui, on en a 3-4 dyslexiques. 3-4 sur les mais 14. oui, En même mais temps, on en a un 14. extrêmement dyslexique. Et ça demande beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Après, j'ai eu 2 filles extrêmement autonomes et qui travaillaient vraiment toutes Ça seules. passait Et en tout plus, seul. et en plus qui donnaient de l'aide, qui étaient heureuses de le faire aussi, c'est ça. Après, c'est sûr que ceux qui ont fait une prépa et qui sont très scientifiques, ils ont beaucoup de plaisir à expliquer des devoirs de maths de Mais c'est 4e, pas des 3e mamans. seconde. C'est pas des mamans, Non, mais c'est ce pas des sont quand même mamans. des grandes sœurs. Oui, mais ça marche aussi. Je trouve que c'est même super intéressant d'avoir des relations comme ça qui se créent, de la complicité entre des grands et des petits. Je trouve ça super. Et justement, je ne vais pas m'en mêler si ça se passe bien. Tant qu'à faire, écoutez, Ah bah ça fait oui. ça de moins, ça fait une machine de plus à faire. Absolument, Pendant ce absolument. temps-là, c'est ça? Comment ça se passe? Florence Millot, effectivement, sans être une petite souris, à nous infiltrer chez Marielle Blanchet ici présent, mais est-ce que ça peut commencer aussi par le fait sans être esclavagiste, sans y aller aussi fort que cela, mais d'apprendre aux enfants assez jeunes à mettre le couvert, à aider, par exemple, les parents à faire un petit peu le ménage, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une bonne chose, ça, quand même? Est-ce que c'est des bonnes balises de responsabilisation future? Je crois, oui. Parce que se sentir invité chez soi, c'est pas forcément là où les enfants se sentent le mieux. Paradoxalement, on a l'impression que quand ils font rien
dans les familles. Alors moi, je connais plus le modèle 2 ou 3 enfants, Oui. mais on a l'impression que voilà, on a envie de tout faire pour qu'ils soient bien, etc. Et puis à un moment Ouais. donné, ils se renferment dans la chambre. Parfois, ils ont même plus envie de manger avec la famille. Et puis après, ils restent, ils perdent quelque chose finalement. Et j'ai observé quand même qu'ils ont plus tendance à se renfermer dans les familles où ils ne font rien, où on pense leur rendre service, Tiens alors que donc. finalement, ça les aide pas à grandir parce que, mais pour tout le monde, même pour un adulte au travail, quand on commence à rien faire, à être toujours un peu en Mmh. décalé, Le syndrome du on se sent placard, quelle pas, on sent pas horreur. la force en nous et puis on a toujours envie de participer. Mais c'est vrai que parfois on le demande avec sur le mauvais ton et effectivement certains enfants ne veulent pas. Mais par contre, quand c'est beaucoup plus fluide, et quand il n'y a pas une demande où on râle très clairement, on dit «Ah, mais vous n'avez pas fait ci avec tout ce que je fais pour vous», etc. Bon, évidemment, mais pour personne, hein, ni le mari, ni personne n'a envie de Il y a des choses participer casse-pieds à faire comme parfois, bah ça. oui. Hayden, je ne sais pas s'il avait quelques réticences à mettre le couvert chez lui entre 2 compositions, mais tout de suite, un extrait de ce quatuor à cordes en la majeure, le rondeau pour ne pas le dire, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et vous nous voilà de retour après Hayden et ce rondeau, comment rendre nos enfants plus responsables dans cette émission Quête de sens, Radio Notre-Dame, RCF. Martin Duclos sera peut-être en ligne dans quelques instants avec nous. En tout cas, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Florence Mignot, psychologue clinicienne, psychopédagogue à Paris, qui a notamment écrit Comment parler à ses enfants, en tout cas qui en reçoit des enfants et des ados et des parents eh bien, parfois désemparés, et même bien souvent, hein, de plus en plus, vous me le disiez, Florence Mignot, chez Albin Michel. Marielle Blancier est également avec nous, elle qui est maman d'une très, très, très grande famille, peut-être l'une des 3 plus grandes familles de France, les plus nombreuses de France, hein, je crois, peut-être même la plus. Vous disiez que c'était en numéro 2 avec celle de Lille, mais enfin bon, Je connais hein, celle de Marielle? Lille, après je ne connais pas toutes les Vous familles. connaissez pas C'est toutes les ça. familles, mais enfin bon, vous avez quand même 14 enfants. On peut quand même mentionner vos ouvrages qui ne sont plus, qui sont en rupture de stock et voilà, qui ne sont plus réédités, Itinéraire spirituel d'une mère de famille nombreuse, mais ça en dit long, effectivement, sur votre parcours. Voilà, on peut le dire comme ça. Nous évoquions les repas il y a quelques secondes. Avec vous, Marielle, et avec vous, Florence, j'aimerais bien que vous réagissiez après ce récit de l'expérience de Marielle et des repas. Ça doit quand même représenter, je sais pas, moi j'imagine quelque chose comme 70% de vos journées, non? Oh C'est l'usine à non, gaz? Comment vous non, je faites? suis très, très organisée et bon, les courses, c'est déjà un premier problème. Et les Mais courses? bon, D'où on y Jésus? arrive. Pardon, mais d'où Jésus? C'est très organisé en fait, hein. J'improvise pas les repas, je Comment sais à ça se l'avance ce que passe? Les courses d'abord. euh, Juste une petite parenthèse. les courses, j'ai changé souvent de façon de faire. Actuellement, je ne sais pas si on peut nommer le magasin, mais je vais chez Lidl 1 à 2 fois par semaine et je congèle le pain et voilà. Avec les enfants? Avec Alors, des enfants? j'essaie d'y aller avec un enfant, mais quand personne n'est disponible, j'y vais seule et je remplis de caddies. Et après, les repas, je fais pour plusieurs jours, Toute seule souvent. aussi? Préparation? Quand c'est le matin, que les enfants sont à l'école, oui, toute seule. Sinon, effectivement, c'est toujours sympathique d'avoir un enfant parce que je trouve que quand les enfants cuisinent eux-mêmes, ils ont plus de facilité à manger ce qu'ils ont cuisiné. Et quand ils ont été eux-mêmes acteurs de tout ça, ça pose moins de problèmes pendant les repas. Et d'ailleurs, pour moi, ce qui est très important, et ça Ouais. fait aussi partie de l'autonomie, c'est d'arriver à manger de tout et de ne pas faire un problème de ce qui est servi à table. Parce que sinon, à 16, ça va devenir un vrai problème. Hmm. Et voilà, on ne se lève pas pour aller chercher autre chose si on n'aime pas. Si on aime moins ce qui est proposé, ce qui est possible, on se sert un peu moins, mais on ne le dit pas. C'est parce que tout de suite, ça fait boule de neige et ça rend les repas complètement infernaux. Vous êtes en train de nous dire au fond, Marielle, par ce prisme-là, à travers cet exemple des repas et de la préparation des repas, que finalement, la responsabilité, l'éducation à la responsabilisation des enfants se crée, se forge à travers des limites aussi, Madame la psy que vous êtes, chère Florence Mignot. Hein, on est d'accord, hein? Ces Oui, fameux repères qui manquent tant à notre société, dit-on, se transmettent au fond et surtout donnent ce fruit qui est la responsabilité, d'une et certaine puis ce façon. que je trouve intéressant dans cet exemple des grands nombres, c'est qu'on voit bien que on ne peut pas faire des cas particuliers et que effectivement, si on commençait à faire un menu spécial pour tout le monde, tout déborderait. Mais finalement, c'est exactement la même chose dans une famille avec 2 ou 3 enfants. C'est-à-dire quand on commence à faire du cas par cas, alors peut-être qu'au tout début, c'est facile, mais on se rend très très vite compte que
c'est de pire en pire et qu'effectivement, les enfants ne vont rien manger et puis il va falloir cuisiner différemment. Et puis surtout, au-delà de ça, au-delà de la fatigue, c'est du conflit dans les familles. Et puis chacun, progressivement, ne trouve plus sa place si à chaque fois, on n'arrive plus à être tout simplement ensemble. C'est-à-dire vivre ensemble autour d'un repas qui peut être tout à fait simple. Et à force d'individualiser, on trouve que c'est une preuve d'amour, mais on voit bien que sur le grand nombre, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire aussi en plus petit nombre. Ouais, ça les aide pas en fait. Quand on fait trop de choses pour eux, ça les étouffe. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Très On intéressant. voit bien je qu'un trouve, comme enfant, tout analyse. simplement, qui va au parc, on lui achète une sucette, et puis on lui achète une glace, et on lui achète une peluche. On voit bien qu'à la fin de la journée, j'ai jamais vu un enfant dire merci, c'était vraiment bien, je vais aller me coucher. Non, il va crier, il va hurler, il va en vouloir encore plus. Pourquoi ils crient, etc. Parce qu'à Qu'est-ce chaque qui se passe? Parce que c'est cette espèce de fantasme de toujours plus, des sons de plaisir immédiat qui va durer des fois 1 minute. Des fois, on le voit, les enfants ne vont même plus ouvrir des cadeaux. Moi, je vais à des anniversaires où, dernièrement, la Plaisanter. petite de 5 ans, véridique, on l'a compté, avait eu 36 cadeaux. Je peux vous dire qu'au bout de quelques-uns, elle ne les a plus Je suis ouverts. pas sûre que les 14 de Marielle en ait eu. Nous, on était déçus Une parce fois. que l'enfant n'a même pas ouvert nos Autant. cadeaux. Donc, nous, on était quand même. Et finalement, ce qui est complètement compréhensible. Et la mère a dit non, on lui donnera la suite à Noël parce que là, c'est. Mais on s'est rendu compte de la folie, en fait, alors que tout le monde a voulu faire plaisir à son enfant. Mais en fait, on ne s'est pas rendu compte que le plaisir, il n'est pas là. Le plaisir, il se trouve peut-être sur un ou deux jouets. Et l'enfant va avoir ce plaisir de la découverte, etc. C'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour l'attente d'avoir un bonbon, d'un cadeau, etc. Mais si l'enfant n'est plus dans le désir d'attendre, le désir de cet imaginaire de bientôt j'aurai quelque chose et qu'on lui le gave de plaisir immédiat toute la journée, plusieurs fois par jour, avec des pains au chocolat, avec des... forcément, il est gavé de ça et il peut plus être dans le désir, il peut plus être dans cet espace du rêve. Et du coup, il devient un tyran, il devient, enfin, entre guillemets, hein, mais on a cette image du coup en tête. Mais c'est exactement la même chose pour nous. Quand on a trop de choses, trop de biens matériels, trop de sensations de plaisir, on n'arrive plus à les intégrer dans notre corps et on est fatigué. On est fatigué même de regarder, par exemple, une série toute la journée. Alors, une fois, on est content, mais quand c'est tous les jours, toute la journée... Ça rend déprimé, quoi. Voilà. On On n'est déprime. plus connecté au À rien du process tout. de la vie. Ouais. Et quand on parle d'autonomie, Oui, on Marielle. parle souvent aussi d'individualité. Et pour moi, ce qui est très important, c'est l'autonomie aussi dans un groupe, en fait. Comment j'arrive à m'adapter dans un groupe, comment dans un groupe j'arrive à me fondre, à trouver les À codes, prendre ma place. à trouver les codes du groupe, à garder mon individualité et ce que je suis, et à comprendre les codes du groupe sans effacer ce que je suis. Et ça, c'est super important. Et vraiment, et même dans les classes, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème à ce niveau-là. On a fait des enfants très individuels, très centrés sur eux-mêmes, qui ne connaissent plus le groupe. Et ça fait partie d'une autonomie à comprendre, et même pour l'humanité entière, il me semble. C'est-à-dire de trouver sa place, de se sentir utile, avoir sa vraie... comprendre l'enjeu de son action dans ce groupe, de son rôle, Oui, c'est ça que vous êtes en train de dire? et garder son individualité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, garder son individualité? Je comprends Bon, pas bien alors, ce que vous voulez dire. Bon, plus concrètement, nos enfants vont à l'école publique, Oui. et leur individualité, c'est quand même d'être nés dans une famille nombreuse catholique. Ils doivent garder cette... Cet ADN. Oui, parce que c'est ce qu'ils sont, mais ça doit pas agresser, ils doivent être ce qu'ils sont, apporter ce qu'ils sont au groupe, sans écraser les familles différentes et tout le reste. Et je pense que c'est tout ça aussi, c'est un vrai challenge pour l'humanité, ça. Est-ce qu'on peut faire un lien entre peut-être les rapprocher entre l'estime de soi et la responsabilité, Florence Millot, en faisant écho à l'exemple évoqué par notre amie Marielle? Je crois que plus on est responsable, plus on est acteur, plus on a le pouvoir de changer ou de contribuer pour Ça le se tient. groupe. Donc forcément, on a une estime de soi qui est plus haute. Et on le voit, mais même si on prend l'exemple tout classique d'un adolescent qui reste dans sa chambre, qui joue avec des copains en ligne, très très rapidement, au bout de quelques mois, voire parfois quelques semaines, l'estime de soi baisse parce qu'il se renferme en fait dans un monde qui est un monde de plaisir sur le moment, mais qui n'est pas du tout il n'est pas ancré dans la vie réelle. Donc forcément, pour avoir une estime de soi forte, il faut aussi être connecté vraiment au groupe et aux autres pour pouvoir être tout simplement se sentir relié. Alors voilà notre Martin Duclos, notre ami psychoéducateur au programme Naissance Famille du CLSC La Mater. Martin Duclos, bonjour, vous êtes avec nous en ligne. Oui, bonjour, ça va bien? Eh ben ça va et vous depuis la Suisse?
Non, je pense. Depuis Moi, je pense le plus. Québec, pardonnez-moi, excusez-moi pour cette erreur fatale là, qui va me coûter ma place certainement. J'espère que non, pas trop vite quand même. En tout cas, juste après cette émission au moins. Vous qui avez coécrit avec Germain Duclos, donc Enfants et ados responsables aux éditions Éditeur Hôpital Sainte-Justine. Alors, je ne sais pas si au Québec, effectivement, j'imagine hein, que chaque pays a un petit peu sa culture éducationnelle, en fait. Mais même si, je ne sais pas si vous nous avez un petit peu entendu depuis le début de l'émission, cher Martin Duclos, mais comment responsabilise-t-on un petit peu les enfants au Québec? Est-ce qu'il y a une espèce de petite cartographie, une petite carte postale de la façon d'envisager l'éducation à la responsabilité au Québec? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que présentement, il y a beaucoup de parents qui veulent très, très bien faire, qui veulent tellement bien faire que finalement, c'est comme s'ils ne savent plus quoi faire. Hein. Ils lisent, ils ont des informations très variées qui viennent de différentes sources. Mais c'est certain que tout parent veut justement responsabiliser son enfant. Mais nous, c'est sûr, ce qu'on recommande, c'est des responsabilités en termes de tâches, qu'on puisse assumer ses actes. Ouais. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on puisse faire. Malheureusement, j'ai pas pu saisir le début de l'émission, là, donc je suis pas vraiment au courant de tout ce que vous avez discuté, mais c'est certain qu'au Québec, je pense pas que ça fait c'est très, très différent de ce qui se passe ailleurs, mais beaucoup de parents savent pas trop là, sur quoi se baser. Nous, ce qu'on proposait, c'est certains guides en termes, justement, en termes de tâches, en termes, justement, de petites responsabilités quotidiennes, puis au final, en termes de réussite. Des réussites sociales, mais réussites scolaires aussi. Hein? Donc, c'est quand même très, très varié ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes en train de résumer surtout la première partie de l'émission. Bravo Martin, parce qu'effectivement, ce que disait Florence et ce que disait également donc Marielle Blanchet, qui a donc 14 enfants pour votre gouverne, si vous ne le saviez pas, Martin Duclos, et qui nous disait toutes les deux qu'au fond, c'est effectivement à travers le quotidien, les tâches du quotidien, en rendant acteurs les enfants à la maison, qu'ils le seront donc à l'école et ensuite, quand ils seront plus vieux, plus maîtres de leur vie professionnelle, personnelle, etc., qu'ils deviendront de vrais adultes, donc responsables. Oui. C'est ça dont il est question aujourd'hui. Mais je suis tellement d'accord avec ça. Mais il y a beaucoup de questions. La preuve, c'est que... on a des parents qui c'est le contraire, que c'est l'inverse, qui vont imaginer que c'est l'école qui va faire ce travail, puis ultimement, ils vont avoir les répercussions à la maison. Donc, on essaie de trouver une espèce d'équilibre dans tout ça, parce qu'on est beaucoup dans un monde, en tout cas, je parle ici au Québec, là, mais je pense que je peux élargir ça, où beaucoup d'enfants ont des droits. Ils ont des droits, mais on veut les emmener vers... Vous avez quand même des responsabilités ultimement. Là. On n'a pas que des droits sans avoir aucune responsabilité dans la vie. Là. Donc, c'est... Non, je plaisante. Cette onomatopée pour dire qu'effectivement, c'est pas très différent, me semble-t-il, de la cartographie du niveau de responsabilité en France, où effectivement, on parle beaucoup plus aujourd'hui, de plus en plus, de droits que de devoirs. Mesdames, on est d'accord. Maria, vous êtes d'accord avec ça? Effectivement. Oui, probablement. Le sens du devoir est assez peu véhiculé. Florence, qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant, le sens de la responsabilité, donc du devoir. Il a raison, Martin Duclos. Ça doit dépendre des familles aussi, je pense. Non, mais d'où l'importance, comme le dit Martin, d'éduquer dans la famille. La famille. Alors, vous vous en rendez même plus compte, Marielle, mais vous le faites finalement, d'une certaine façon. Oui, mais avec vos 14 ans. Aussi, j'ai pas le choix. Et parce que vous n'avez pas le choix non plus. 14 enfants, c'est presque une entreprise en fait. Donc... Après, dans la responsabilité, quand on a beaucoup d'enfants, c'est aussi de ne pas les mettre dans des situations trop compliquées. C'est-à-dire on est responsable de ça aussi dans une situation où c'est trop compliqué, où il ne peut pas assumer ce qu'on lui demanderait. Donc, vous avez un exemple? Par exemple, partir et faire garder des enfants par des enfants trop jeunes. Il faut faire attention jusqu'à où ils sont capables de le faire et jusqu'à où ils veulent bien le faire. Alors, ils peuvent dire oui, mais en fait, ça peut les rendre un peu anxieux et ce n'est pas le but du tout, en fait. Donc, il faut leur demander aussi, est-ce que tu te sens capable de le faire mais pour plein de choses.
Vous pensez à quoi d'autre? C'est intéressant cet exemple. Par exemple, le travail scolaire. Est-ce que il y en a qui vont dire bon, on regarde pas du tout et on se dit bah ce serait quand même mieux que je regarde un peu de temps en temps parce que là les résultats ils sont en train de dégringoler et puis vice versa, complètement l'inverse qui peut arriver aussi où on est dans le surinvestissement et l'enfant peut tout à fait se débrouiller tout seul. Et dans celui qui dira non, je vais me débrouiller tout seul et qui ose pas demander d'aide et ça le met en situation de détresse en fait. Donc on a tout ça à discerner. Donc tout ça pour dire, Florence et Martin, finalement, qu'il faut Mhm. appréhender chaque enfant en fonction d'un peu de son, j'allais dire son ADN de départ. C'est un peu affreux de dire ça comme ça, mais Ouais. bon. N'est-ce pas, Martin Duclos et Florence Millot qui veut Oui. répondre? Et puis Hein, peut-être Florence? Oui. sans cesse observer plutôt qu'avoir une idée en tête et comme on disait, des âges, des tranches de vie, juste observer chaque enfant et s'ajuster par rapport à lui, de se dire j'essaye, j'ai envie qu'il soit responsable, j'observe qu'il ne l'est pas du tout. Moi-même, je prends cette responsabilité en tant qu'adulte de peut-être changer d'axe, changer d'angle, changer ma posture et voir ce que ça donne. Et puis j'essaye, ça marche encore pas, je change plutôt qu'avoir une idée. Oui, tu as tel âge, tu devrais savoir ranger, tu devrais savoir être un peu plus autonome pour faire tes devoirs. Mais en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte que nous, on a aussi influencé ce comportement en Ouais. étant toujours collé à côté sur la chaise pour attendre qu'il fasse ses devoirs, qu'on lui a tout fait jusqu'à ce qu'il ait 10 ans. Lui Alors, avoir rangé sa chambre jusqu'à, en fait, ses 15 ans. Et Alors oui, qu'on lui en- et on même gronde, plus. Martin, pourquoi ça vous fait rire? Parce que vous étiez comme ça ou parce que vous en voyez beaucoup? Non, mais écoutez, ça me fait quand même rire tout ça parce qu'effectivement, vous avez bien raison. Mais je trouve le dénominateur commun de tout ça, parce que je vois une certaine déresponsabilisation à certains endroits, c'est la notion de temps. Et je suis persuadé qu'en Europe, tout comme en Amérique du Nord, les parents sont beaucoup guidés par ça, économiser du temps, puis faire les choses rapidement. Donc, c'est tentant de faire les choses à la place de l'enfant pour sauver du temps, arriver à l'heure à l'école ou peu importe où on doit se rendre. Je donne souvent l'exemple des chaussures, que moi j'appelle des souliers au Québec, donc un vieux mot français. Mais donc, les chaussures, ici, très peu d'enfants savent comment attacher leurs chaussures en très bas âge. Alors qu'il y a une génération à peine, tous les enfants étaient capables de le faire. Alors que de nos jours, ils utilisent tous un système de velcro pour que ça soit rapide. Mais je trouve que tout ça est disons, symbolique de quelque chose. Eh bien, je vous invite à chaque auditeur, si vous le permettez, Martin Duclos, Florence Millot et Marielle Blanchet, à un petit peu réviser ces classiques et à s'interroger sur l'âge auquel on a su chacun faire ses nœuds, ses lacets. En attendant, on va écouter Tété de temps en temps. À tout de suite. Tété sur Radio Notre-Dame et RCF de temps en temps. Voilà, alors où nous parlons de responsabilisation, eh bien oui, c'est pas évident de rendre nos enfants, déjà nous, faut voir comment rendre nos enfants plus responsables. Eh bien c'est un vaste sujet que nous explorons aujourd'hui avec Martin Duclos, psychoéducateur au Québec, psychoéducateur au programme Naissance Famille du CLSC La Mater, qui donc travaille beaucoup sur toutes les questions liées à l'adolescence. Florence Millot, psychologue clinicienne et psychopédagogue à Paris. Marielle Blanchet, qui est maman de 14 enfants et qui est chrétienne, on peut le préciser quand même. Voilà. Effectivement, nous parlions toujours des repas après chaque petite respiration musicale. Messieurs, dames, nous parlons évidemment de cette question des repas, puisque c'est un rituel comme un autre, comme le fait de ranger sa chambre, qu'on a évoqué aussi. C'est vrai que vous expliquez, après merci Martin Duclos pour cet exemple éloquent du nouage, je ne sais pas si on peut le dire comme cela, des chaussures, on peut dire, enfin en tout cas, le fait de nouer ses chaussures. Je ne sais plus à quel âge j'ai appris à nouer mes chaussures, mais très jeune, c'est vrai qu'en petite section en tout cas. Marielle, effectivement, je vous demandais pour le fait pour rebondir toujours sur ce que disait Martin Duclos, le fait de prendre le temps, de laisser faire l'enfant. Par exemple, le fait de le laisser se nourrir tout seul, de prendre sa cuillère. Bon, parfois, je vous disais que je m'impatiente, ça m'agace. On veut ramasser ses chaussettes à sa place et on veut aussi lui donner la béquille parce que ça va aller plus vite pour repasser après au bain et au jeu et au dodo. Qu'est-ce que vous répondez, Marielle? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je sais ce que Ouais. nous avons toujours fait. On a toujours pris les repas en famille, tous ensemble. Donc, c'est un moment convivial. Même les Et petits bébés? même les petits D'accord. bébés. Et donc, à 1 an ou même un peu avant, quand ils sont capables de prendre avec leurs mains, ils avaient droit à une assiette de spaghettis et à pleine main, ils avaient le droit de manger les spaghettis, voire de jeter l'assiette par terre parce qu'elle était en plastique Ah et de d'accord. se régaler. Ah ouais, vous étiez Oui, comme ça, oui, vous? oui, oui, avec un bavoir, un bon Et bavoir c'est pas et tout grave ça. s'il jette le... Non, c'est pas grave ça. Mais il n'est pas Il jette capable de l'assiette? tenir il est pas capable de tenir une assiette et elle peut basculer. Il le fait pas pour de vrai. D'accord. Il le fait pas exprès. Et Il vaut mieux c'est. faire cela, selon vous, Oui. Florence, vous êtes d'accord? Oui, il vaut mieux faire cela, Je Marielle, sais pas que... s'il vaut mieux faire ça. Moi, C'est j'étais capable intéressant. de gérer ça. Après, je pense qu'il y a des mamans que ça embête d'avoir un bébé tout seul, d'avoir un. C'est vrai que quand il sort du bain et qu'on est à table et qu'il a son pyjama tout propre Bah, et qu'on déjà, il lui a les met mains propres, hein. et qu'il a les mains C'est propres, déjà oui, ça. c'est ça, et qu'il commence à s'en mettre partout, mais l'enfant est très très content quand même. Il Et l'a puis fait le tout yaourt, seul, et hein. le yaourt, c'est pareil, tant pis s'il en met partout. Il a Bon, une écoutez, cuillère un peu Marielle. adaptée et il mange ce qu'il peut dans son D'accord. yaourt. On Bah, rattrape ce écoutez, qu'on peut. Martin, Marielle et Florence, j'annonce Oui. que ce soir, je vais laisser ma fille, qui a 2 ans, manger son yaourt toute seule, tout son repas tout seul, quitte à retrouver mon tapis blanc maculé de taches de toutes les couleurs. Allez, on y va comme ça. Au revoir. Martin, Duclos, ça se passe comment chez vous? Enfin, vous êtes d'accord? Ça vous fait Écoutez, sourire? Vous abondez dans ce sens, au fond de... On moi, veut trop gagner de temps. je veux pas être trop gentil, là. Ben oui, j'abonde pleinement dans ce sens-là. Parce que juste la question, ce qu'il faut faire, moi, Ouais. je pense qu'il faut expérimenter. Il faut se permettre des choses. Il faut se permettre, justement, essai, erreur. Puis, justement, si ça fait pas notre affaire, mais on s'ajuste, tout simplement. Puis moi c'est sûr, ben, personnellement, moi, j'ai 3 enfants, mais ils sont rendus des ados, Ouais. mes enfants. Mais c'est ça, puis d'un à l'autre, on a expérimenté, puis on a permis de faire des erreurs, et là, on s'est corrigé. Donc, ultimement, ma 3e est plus réussie là, que mes 2 premiers. Je leur dis ça. Je leur dis par... C'est pas vrai. Écoutez, C'est pas vrai, mais... j'espère qu'elle ne nous écoute pas. Que les autres non, nous non, écoutent c'est pas. ça. Mais on apprend, puis finalement, il y a des choses qu'on va faire autrement là, Ouais. d'un enfant à l'autre. Là. C'est Donc, ce que disait Marielle tout aussi. simplement. Florence, le bon sens, évidemment, elle est bienvenue dans ces cas-là, mais qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que ça vous inspire, tous nos exemples, au fond? Bah, c'est vrai que quand on a envie de gagner du temps parce qu'on veut que tout soit propre et on donne à manger à son enfant, c'est bien. Mais après, il faut réaliser que comme il est peut-être un peu moins autonome et comme disait monsieur, il n'a pas fait cette expérience, il va vous demander à 3, 4, parfois 5 ans, j'en vois encore la béquille et le parent est encore en train de donner à manger Aïe, 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 à la aïe. cuillère. Donc on perd ou on gagne du Donc, temps d'un Marielle a côté raison. et on le rattrape de Martin l'autre. aussi. Hein, ils ont raison tous En les deux. général, quand on est beaucoup avec les enfants, on est assez raccord parce que c'est l'enfant qui vient nous enseigner ça. C'est-à-dire qu'on observe bien qu'effectivement, si on veut que l'enfant soit tout beau, tout propre, oui, on va gagner du temps, mais qu'après, il va toujours nous demander quelque chose, en fait. Alors que si dès le début, oui, alors c'est vrai que ça prend quand même du temps de tout nettoyer, parfois ça sent même pas très bon et parfois on est un peu fatigué, mais à la fois, une fois que l'enfant a fait son expérience, il n'a pas besoin de nous retester, de réessayer ça pendant Ouais. des mois et des mois. Il l'a fait, c'est bon, il peut passer à autre chose. D'ailleurs, il y a l'âge du non tout seul. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On aurait même pu commencer l'émission par cela. C'est le moi tout seul qui vient même avant 2 ans. Hein. Et puis ce que parfois. je trouve fascinant, c'est que chez le tout petit enfant, il veut toujours essayer, et il est toujours d'accord pour un petit peu cuisiner, porter une Ouais. carotte, essayer à sa mesure. Mais c'est vraiment à cet âge-là, tout petit, où on peut même l'aider. On Alors n'hésite pas. sans forcément parler de tâches ménagères, parce que ce serait un grand mot, mais en tout cas qu'il fasse son expérience tout seul. Et on le voit même à la crèche, quand on fait une expérience autour de la cuisine, par exemple. Ils sont contents, ils adorent. Ouais. Ils prennent le gant mouillé, puis ils rangent, et puis ils essayent que tout soit propre. Parfois, ils nettoient même les vitres. On leur dit non, non, non. Ils adorent. La balayette, vous offrez une balayette à un enfant de 2 ans, en Ah, général, je il vous raconte balaye, pas. il Du adore. bonheur. Puis évidemment, s'il commence à 8 ou 10 ans, il ne le fera pas. Alors ça, c'est sûr qu'il va falloir batailler un tout petit Ouais. peu plus, mais c'est pas grave, c'est rattrapable. Mais en tout cas, naturellement, l'enfant, il veut aider, il veut être avec le groupe et surtout, il veut imiter l'adulte. Et souvent, c'est à cet âge-là, on dit « Mais non, t'es trop petit, mais t'es un bébé, tu veux pas faire ci ou tu veux pas faire ça. » Et Alors en que fait, erreur. naturellement, et on le voit dans d'autres cultures du monde, si on se décale de 1000 kilomètres, je trouve ça fascinant de voir à quel point les enfants, alors là c'est un exemple dans une autre culture, on est d'accord, mais peuvent manier un couteau ou quelque chose Ouais. où nous on serait complètement effrayés. Mais je parle de 2 ans et demi, hein, je parle vraiment Ouais. tout petit. Et Incroyable. tac, parce qu'ils ont tellement vu et observé qu'ils sont capables de répéter. Alors effectivement, c'est dans un cadre donné, encore une fois. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que pour d'autres choses, ça peut être pour le sport. Par exemple, travaillé avec une maman qui était dans le cirque.
Et donc, pour tous les autres bébés, tout le monde fait très attention. Et elle s'amusait, elle faisait des galipettes. Mais tout petit, à 1 an et demi, elle prenait un peu par le pied. Donc, il avait la notion d'équilibre. Et en grandissant, à 2 ou 3 ans, il avait un sens de son corps. Enfin, il était capable de faire des choses qu'aucun autre enfant. Et il avait confiance en lui, en son équilibre. Parce que pour elle, c'était vraiment son monde à elle. Et l'enfant avait capté ça. Donc, tout ça pour dire que c'est très important tout petit de faire confiance au premier élan de l'enfant qui a envie d'aider et qui a envie de se responsabiliser pour le coup. Ouais, de se dire fais attention, fais attention, fais attention. On le dit un peu trop chaque jour, Martin Duclos, ça. Fais Ouais. attention, Oui, c'est pas bon de le dire trop. Hein. absolument. Bien, moi, je pourrais ajouter une notion complémentaire à ça. C'est un danger qui guette beaucoup d'enfants et de parents. C'est la surprotection. Donc, ça, la surprotection, au final, tout parent, évidemment, veut protéger son enfant. Mais lorsqu'on le surprotège, Ouais. donc c'est comme on est en train de lui passer un message, tu es incapable de faire ci ou de faire ça. Puis là, on est en train justement de ne pas l'outiller. On fait le contraire pour le futur. Puis ça, on le voit de différentes façons. Dans différentes choses que l'enfant, justement, on lui montre pas comment se servir d'un ciseau ou on lui montre très tardivement. Alors, lorsqu'il se retrouve avec un ciseau entre ses mains à un âge beaucoup plus tardif que ce qui se passait auparavant, ben à ce moment-là, il sait pas quoi faire avec. Et là, il va comme couper un peu n'importe quoi. Donc, ça représente beaucoup de choses en termes de surprotection. Tout parent veut bien faire, mais au final, surprotéger, c'est vraiment pas une bonne idée. Là. Puis moi, je m'inscris à l'inverse de ça. Protéger, mais ne pas surprotéger. Ouais. La ligne est parfois très, très mince entre les deux. Là. Qu'est-ce que vous en pensez, Marielle? Moi, j'ai 2 exemples en tête. Le premier, c'est les petits scouts à qui on donne un couteau. Là, il y a quand même beaucoup de parents qui sont scandalisés. Mais comment vous allez gérer ça? Comment vous allez faire? Bon, ça, ils se coupent toujours 1 ou 2 fois, mais c'est pas grave. En fait, pour moi, c'est pas grave. C'est l'apprentissage de la vie aussi. Pour des parents, ça peut être plus grave pour d'autres. Et puis, l'autre, c'est le bac à sable. Le mercredi, ça se passe toujours bien au bac à sable ou dans le parc. Et le week-end, quand les parents débarquent, les parents, ils sont tous derrière leurs enfants. Les jouets, on n'a plus le droit de les prêter, alors que tant que les nounous sont là, les jouets, ils sont dans le bac à sable, on les récupère à la fin quand tout le monde a fini. Mais là, le jouet appartient à l'enfant, les parents sont derrière, et l'ambiance est tellement différente quand c'est le mercredi ou le week-end, en fait. Waouh, le petit contrôle au petit parc. C'est intéressant, toujours intéressant l'expérience. Je suis comme vous, Marielle, j'aime beaucoup le petit parc pour expérimenter. Trouver des sujets pour l'émission Quai de Sens aussi, parfois ça peut arriver. Martin Duclos, effectivement, oui. Ah, Florence Millot, allez-y. Je voulais juste dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui surprotègent, mais ils font pas toujours exprès parce que voilà, il y a les angoisses, etc. Mais juste pour dire que quand on le fait, l'enfant est tombé, on a crié, on en a fait des tonnes, etc. Et juste de différencier ma peur de la peur de l'enfant. Donc concrètement, lui dire, écoute, excuse-moi, j'ai crié, j'ai vraiment eu peur, j'en ai peut-être fait un peu trop. En fait, c'était pas très grave, mais moi, j'ai eu peur. Ça veut pas dire, ou sur un autre exemple, sur une araignée, tout simplement, si je commence à crier, l'enfant aussi va crier. Et juste dire, tu sais, c'est pas dangereux une araignée, mais moi, j'ai peur. Je suis pas à l'aise, mais tu peux regarder ta sœur. Voilà, ta sœur ou ton père, eux n'ont pas peur. Donc tu vois, c'est à toi aussi de choisir, mais tout simplement différencier, on appelle ça les espaces psychiques. Ça veut dire, moi j'ai le droit d'avoir peur, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que tu vas te tromper si je te protège de ci ou ça. Une fois de plus, on parle de notre infantilisation à nous. Alors c'est vrai que, pardon, Martin Duclos, mais c'est vrai qu'on a commencé l'émission ainsi en disant que c'est d'autant plus difficile aujourd'hui d'éduquer nos enfants à la responsabilité que nous sommes de plus en plus nous-mêmes adultes infantilisés. Oui, effectivement. Puis c'est ça, moi je suis pleinement d'accord avec tout ce que j'entends là. Il faut être conscient de nos propres limites, là, à savoir, puis l'enfant, justement, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut le faire apprendre quelque chose ou on veut au final qu'il devienne, le garder dans une dépendance? Hein? Ça, c'est dépendant de l'adulte. On veut pas ça. Il n'y a aucun adulte qui veut ça. En réalité. Mais au final, surprotéger, c'est un peu ça. C'est de garder sous notre gouverne très tardivement. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est pleinement à éviter. Là. On veut le faire avancer. On veut l'autonomiser. Hein. C'est un mot, un mot, en tout cas, un néologisme là, que je pourrais dire, les rendre de plus en plus autonomes. Là.
Donc, C'est paradoxal parce qu'en même temps, on veut pas couper le cordon, si je comprends bien, en vous écoutant les uns les autres, et en même temps, on veut qu'ils soient vite autonomes. C'est très curieux, Marielle. Vous voyez Oui, c'est très cette étonnant. tendance? On a envie de garder un lien avec l'enfant le plus possible, et ce qui est tout à fait normal et légitime en fait en tant que parent. Et quel est ce lien? Et il faut avoir un lien où on est vraiment à long terme, deux personnes complètement différentes, et on n'a plus cette fusion. Et donc il faut apprendre ça en fait. Ça, Mm. c'est très difficile avec nos enfants adultes. Ouais. Et j'imagine que là, le papa et la maman ont un rôle bien précis et bien distinct. On peut le dire aussi, Marielle, ou pas, dans votre À histoire, la ça a fois joué? précis, à la fois précis, et à la fois il faut aussi se mettre se faire petit, je pense, hein, quand l'enfant grandit, quand l'enfant C'est est ce que vous voulez dire adulte. par là? Pourquoi vous dites Ils ont ça? leur propre choix qui peut ne pas être les nôtres, ils ont leur propre Non, mais histoire, je ils parlais du construisent leur rôle, propre... pour justement le fait de donner confiance en rendant plus responsable. Peut-être que la maman a tendance à surprotéger alors que le papa plutôt... C'est ce qu'on disait dans les vieux ouais. bouquins. Est-ce que c'est Ah, vrai, Martin peut-être. Duclos? Vous voyez ce que je veux dire, Martin? C'est sûr qu'on l'observe, mais on l'observe des fois, c'est le contraire, là. Mais les parents, les deux parents, moi, c'est comme ça que je le traite de nos jours, ont des rôles complémentaires, peu importe qui ils sont. Hmm. À savoir, des fois, c'est la mère qui va plus permettre l'épanouissement de l'enfant, puis le père va surprotéger, ça, on le voit de plus en plus. Puis dans Ah oui, tiens. des familles des deux parents du même genre, mais on a des rôles complémentaires aussi. Il y en a un qui a un rôle plus d'épanouissement, puis l'autre parent qui aura un rôle plus de, disons, protégé comme tel, mais ces deux rôles complémentaires sont absolument centrales pour permettre à l'enfant, justement, de s'épanouir. En prendre Comme conscience, tel, Florence c'est ça. Murray, c'est intéressant ce que dit Martin Duclos. Vous êtes d'accord, Florence? Oui, et Faut surtout, c'est la en prendre relation davantage confiance. qui va nous faire prendre conscience de là où on en est. C'est pour ça que parfois, on va voir un psychologue ou on va voir juste, on appelle un ami pour dire ça va pas, parce qu'on se rend compte que on a donné à l'enfant, on l'a surprotégé, il a dormi avec nous, on lui donne à manger, etc. On était heureux de le faire parce que c'est notre petit chou. Puis à un moment donné, on peut plus, en fait, on est fatigué. Ah. Nous-mêmes, on a envie que ça change. On se fait Et bouffer, c'est là on où se on laisse se rend bouffer, quoi. compte qu'on n'était pas dans l'équilibre. Alors, on se réajuste. Ça aussi, on évite le cododo, autre émission. Vous reviendrez? C'est mal barré pour la future responsabilisation, n'est-ce pas, Florence? Pour ou Pour moi, contre? le cododo, ça n'a rien à voir. Ah bon, d'accord. C'est vraiment une posture intérieure. Il y a des... Nous, j'ai fait du cododo avec mes enfants. Et ça s'est bien Ils passé. sont Bon, grands. bien écoutez, sûr, je on suis dit, hein. hors sujet, Ils ont je suis grandi. hors sujet. On peut Oh là dormir là, en c'est étant comme détaché l'allaitement. avec son enfant, et on peut ne pas dormir avec son enfant dans la chambre et être complètement fusionnel et aller se lever toutes les 5 minutes pour voir si tout va bien. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, c'est vrai. Mais il paraît que la nuit, j'aurais pu commencer également. J'ai un peu hésité au début de l'émission en partant de la nuit, en partant de la nuit, puisque la nuit est une première forme de séparation et d'autonomie, puisque on laisse l'enfant donc s'endormir, se réveiller éventuellement tout seul et se rendormir tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais ça, c'est le fruit certainement, l'objet surtout d'une prochaine émission, n'est-ce pas, sur la nuit. Une nuit sans sommeil pour certains parents, n'est-ce pas, Martin Duclos, que nous sommes heureux d'avoir entendu depuis votre Québec, Martin, et votre délicieux accent. Florence Millot, merci également, Marielle Blanchet. Merci à tous les trois. Merci, Martin. Merci de l'invitation, puis je suis bien content d'avoir pu participer à votre émission. Et ben nous aussi. Bonne journée au Québec, je ne sais pas quelle heure il est. Et bon après-midi, mesdames.